Pérou, à Nazca, il y a des lignes très très grandes dont on dit qu'elles représentent des constellations astronomiques. Vous pensez que ces grands dessins sur le sol, sur ce désert, ont un rapport avec le ciel? Ces dessins sont tout à fait étonnants. Parce que comment ont-ils été faits et pourquoi ont-ils été faits? Alors, vous posez la seconde question. Pourquoi? On peut penser que, vu du ciel, il ressemble à des images astronomiques parce que il dessine des figures mythologiques, des animaux, dont on affuble volontiers également le nom des constellations. Et le fait qu'on puisse, pour certains d'entre eux, les mettre en correspondance avec des étoiles géométriques, de dessin, tendrait à accréditer cette observation. Mais je m'interroge davantage encore sur la première question. Ces dessins, ils ne peuvent être vus que d'avion. Et aucun de leurs auteurs ne les a jamais vus dans leur ensemble. Il n'y a pas de montagne suffisamment haute, proche, pour les voir à plat sur le sol. Ils ont donc été dessinés sans que jamais personne ne puisse en voir la totalité. Donc pour les dessiner, il a vraisemblablement fallu avoir un modèle dessiné sur une feuille de papier ou un tissu, et un quadrillage sur ce modèle qui permettait de reproduire à une échelle différente. Il y a donc là, en quelque sorte, un passage de la représentation directe, ce que fait le peintre en dessinant une scène, à une abstraction de la réalité, puisque l'objet final produit n'est jamais vu dans sa totalité. Pour celui qui l'a fait, il restera une abstraction. Ce changement d'échelle, c'est un peu, peut-être, moins formalisé, quelque chose comme la naissance de la géométrie, observée dans une autre culture, celle des Grecs. Ce peuple qui était au Mexique, au Guatemala, au Pérou? Comme tous ces peuples-là, ils venaient d'Asie, n'est-ce pas? Ça, nous savons maintenant de la façon la plus certaine, par l'examen des sangs, que les facteurs sanguins des Indiens de l'Amérique, depuis l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, et ceux des autochtones de l'Asie du Nord-Est, tels que le nord de la Corée, la Sibérie, jusqu'au Kamtchatka, toutes ces populations qu'on appelle les Toungous, les Tchoukchi, etc., ils ont les mêmes facteurs sanguins fondamentaux. Donc ce sont réellement des Asiatiques, mais qui sont passés par le désert de neige et de glace du nord. Et puis en descendant vers le sud, petit à petit, se sont établis, ils ont fait pousser leur maïs, et puis sur la base d'ailleurs étroite qu'était leur agriculture, ils ont tout de même pu créer des civilisations.
Les traces de leur savoir astronomique, elles sont où? On les trouve où? Eh bien, on les trouve dans les traditions, dans les inscriptions, mayas notamment, et puis dans les monuments. Il y a des monuments qui sont des observatoires, en fait. Soit par définition, si je peux dire, par vocation, soit par utilisation. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, à Chichen Itza, au Yucatan, il y a un observatoire, véritablement, celui qu'on appelle le Caracol, qui est une tour avec des lunettes de visée, n'est-ce pas? Et puis, il y a des monuments dans toutes sortes, dans une bonne dizaine d'endroits, au moins en pays maya, à Copan, au Honduras, à Huachactún, au Guatemala, où c'était des pyramides, des temples, mais qui étaient disposés de telle sorte que l'on pouvait avoir des lignes de visée sur, par exemple, le point de l'horizon où serait le lever du soleil à telle date, les équinoxes et les solstices. Ce qui intéressait naturellement la vie quotidienne des gens et en particulier l'agriculture. À cette époque-là, en 700 après Jésus-Christ, on trouve au Mexique une pyramide, à Chichen Itza. Elle est faite de 9 terrasses qui représentent les 9 ciels mayas. Chaque terrasse est divisée en 2 parties, ce qui donne 18 mois, le nombre de mois dans le calendrier civil. Elle comporte 4 escaliers, de 91 marches chacun, ce qui donne 364 marches, et avec la plateforme 365. L'orientation du bâtiment permettait d'observer le coucher du soleil. On trouve pareil en Corée, une tour de 366 pierres, 28 étages de pierre qui correspondent au mois lunaire, orientée aussi vers le sud pour observer le coucher du soleil. Vous diriez que ces bâtiments étaient des observatoires astronomiques? On a vu déjà que l'observation astronomique, à cette époque, c'est avant tout des alignements, des mesures de temps, des mesures de direction. Et ça va le rester jusqu'à Galilée. Alors, ces mesures, on les fait avec des bâtiments, des pierres dressées. Ce sont ça, les observatoires. Il est tentant de consigner dans le bâtiment lui-même le résultat de l'observation. Et quel meilleur moyen de consigner que l'année à 365 jours que de faire un escalier de 365 marches? La consignation dans le bâtiment est une façon de traduire la fonction du bâtiment. Et il y a des traces même aujourd'hui de cette même démarche. Pourquoi nos observatoires astronomiques, jusqu'aux plus récents, qui rompent justement avec cette longue tradition, sont-ils surmontés d'une coupole, d'un dôme? Est-ce que c'est vraiment fonctionnel d'avoir une coupole? Si la coupole protège bien le télescope que contient l'observatoire des intempéries, il semble aussi qu'elle soit plutôt délétère à la formation, à la qualité des images astronomiques que l'on veut aussi pointues et précises que possible. Mais comment échapper à ce symbolisme formidable que l'astronome, sous sa coupole, a au-dessus de sa tête une voûte céleste en réduction? Là aussi, il inscrit la structure même imaginaire de la voûte du ciel dans son bâtiment. Alors on n'a pas tellement changé de démarche depuis les escaliers aux 365 marches.
l'observatoire connu de Huachactún au Guatemala. Il y a un point d'observation sur une pyramide. Il y a 2 stèles qui marquent la ligne médiane. Il y a 3 temples échelonnés entre l'Est et l'Ouest. Et les 3 lignes de visée donnent les dates d'émergence, si je peux dire, du Soleil, d'apparition du Soleil pour les solstices d'hiver et d'été et pour les équinoxes. Donc les prêtres étaient astronomes. Ils étaient astronomes, oui. Et ça, jusqu'à la conquête espagnole et chez les Aztèques, les prêtres étaient des astronomes. Sinon tous, en tout cas une grande partie d'entre eux. Bien sûr, il y en avait spécialisés qui cherchaient les destins plutôt dans les livres, n'est-ce pas, ceux qu'on appelait les tonalpauque, qui lisaient des manuscrits divinatoires. Mais enfin, il y en avait beaucoup dont la tâche consistait à observer le ciel.